Bonjour à toutes et tous, aussi bien vous qui êtes en présentiel avec nous dans cette magnifique bibliothèque Simone Veil du ministère des Solidarités et de la Santé, que celles et ceux qui sont avec nous et qui sont nombreux, environ 300 personnes, l'ensemble des représentants du monde professionnel de la santé qui ont participé à ce Ségur de la santé semaine après semaine et qui sont avec nous pour des conditions de sécurité sanitaire par visio. Mais par visio, pour nous, c'est comme en présentiel. Vous êtes évidemment parmi nous ce matin. Ce sera une matinée en plusieurs temps pour la restitution de ces travaux du Ségur de la santé, avec tout d'abord Nicole Notat, que je remercie encore infiniment pour le travail colossal qu'elle a conduit au cours de ces dernières semaines et qui va nous présenter les conclusions de ses travaux ainsi que son équipe que je remercie et qui est parmi nous ce matin avec les différents pilotes de ce Ségur, mais aussi les administrations de santé et mon propre cabinet, l'ensemble des acteurs sans lesquels évidemment nous n'aurions pas pu tenir des accords de Ségur dans des délais aussi contraints. Ensuite, il y aura une intervention de différentes ministres qui me font l'honneur et l'amitié d'être parmi nous ce matin. Jacqueline Gourault pour la cohésion des territoires et les relations avec les collectivités. Frédérique Vidal pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et nous rejoindra dans quelques minutes Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie. Je vais passer la parole sans plus tarder à Nicole Notat et je précise, mais vous vous en doutez, qu'il y aura évidemment un discours que j'aurai l'honneur de prononcer en fin de cette session de restitution des accords du Ségur pour présenter les différentes pistes de transformation de notre système de santé. Nicole. Merci, Monsieur le ministre, Mesdames les ministres, Mesdames, Messieurs. Monsieur le ministre, vous avez voulu une concertation d'envergure, de grande écoute, tout ça dans un temps réduit. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que vous avez eu raison, car c'est une opération réussie. C'est à l'empreinte sanitaire, je crois, que l'on doit que la prise de conscience, que la mobilisation des acteurs a été très très forte pendant ce Ségur. Et cette crise sanitaire était vraiment encore très présente dans toutes nos discussions. Et je veux vraiment aujourd'hui témoigner et remercier tous les acteurs qui sont à distance, mais qui, comme vous le disiez, Monsieur le ministre, sont parmi nous, parce qu'ils se sont mobilisés vraiment avec, je dirais, deux lignes directrices importantes. La première, c'est oui, nous voulons de la revalorisation, oui, nous voulons de la reconnaissance. Mais ce n'était pas tout. Ils voulaient aussi des transformations en profondeur dans les établissements de santé. C'est donc une mobilisation inédite de l'ensemble de ces acteurs que je veux saluer aujourd'hui, des échanges approfondis, une parole très libre et donc la conscience d'un moment inédit pour changer en profondeur. Alors, j'ai fait avec mon équipe quelques constats. À l'évidence, et c'est le premier constat, notre système de santé souffre d'un excès de centralisation et de cloisonnement entre l'hôpital, entre la ville, le médico-social, mais y compris au sein des établissements. C'est un paradoxe, car la transversalité, la coopération entre les différents acteurs est évidemment nécessaire au quotidien pour le plus grand bien des patients. Deuxième constat, c'est que je l'ai souvent entendu. Il y a des retards à l'allumage, je pourrais dire, c'est-à-dire des retards dans l'exécution des décisions qui sont prises au niveau national et qui entachent la confiance des acteurs vis-à-vis des décideurs publics. C'est l'organisation d'un système qui est en jeu. Ce ne sont pas les personnes en eux-mêmes, bien évidemment, qui font le maximum d'efforts pour être au rendez-vous de ce qui est attendu dans notre système de santé. Troisième constat, c'est que le dialogue social au niveau national et local, particulièrement la pratique de la négociation collective, sont de réalité et de qualité très inégales. Alors de tout cela, il nous est venu, je dirais, quelques convictions. En particulier, je crois qu'il faut franchement aujourd'hui libérer les établissements de santé et leur personnel d'un certain nombre de contraintes.
des contraintes chronophages et surtout sans toujours une réelle valeur ajoutée pour qu'ils puissent se recentrer sur leur cœur de métier, le soin. Déléguer le pouvoir, contractualiser sur des objectifs clairs et précis, expérimenter des solutions innovantes dans les établissements et dans les territoires, faire confiance a priori et instaurer le contrôle a posteriori. Ces changements sont attendus et ils restaureront la confiance, elle aussi attendue. La négociation d'accords collectifs au niveau national et au niveau local doit devenir une pratique courante. Un pas décisif a été franchi à la fin de ce Ségur à travers les accords. Ces constats, ces principes dont je viens de vous parler, ont inspiré nos recommandations. Évidemment, je ne peux pas vous les citer toutes ici. Un rapport sera remis au ministre tout à l'heure et figurera le rapport sur le site du ministère. Je vous invite évidemment à le consulter. Parmi ces recommandations, je voudrais en relever quelques-unes. La plus attendue peut-être pour les personnels de santé, c'est de redonner du pouvoir d'initiative et de décision à celles et ceux qui soignent. C'est renforcer la participation des médecins, des paramédicaux, des internes, des étudiants, des usagers aussi, à la prise de décision stratégique et financière à l'hôpital, en privilégiant l'expérimentation comme mode d'évolution des gouvernances existantes. C'est réhabiliter aussi le service comme lieu principal de dialogue, de coopération entre les professionnels, de la construction collective des plannings, d'initiative et d'organisation en direction des patients. C'est aussi assouplir la gestion capacitaire des lits. Nous avons beaucoup entendu parler de la fermeture des lits. Donc, je reprends, gestion capacitaire des lits pour les épisodes saisonniers, en travaillant d'abord sur l'organisation de l'activité programmée, sur les transferts possibles de lits entre les services. C'est encore, je pense, dans ce domaine, au rôle des ARS, qui pourraient être davantage impliqués, davantage en accompagnement dans les projets innovants qui se développeraient dans les territoires, je pense à l'exercice coordonné, mais aussi dans les établissements, par exemple sur les investissements. Deuxième grand chapitre de recommandations, c'est libérer, simplifier pour redéployer les moyens vers le soin. Et là, je vais simplement citer quelques formules qui sont les formalités administratives, les reportings chronophages sans réelle valeur ajoutée, les autorisations administratives, les systèmes d'information, le codage, la classification, les nomenclatures, la facturation. Il y a là de quoi simplifier énormément. Enfin, rendre accessible pour tous l'accès aux soins. Et pour cela, mieux faire travailler ensemble les acteurs sur un territoire. Ceci est également très attendu. C'est au cœur d'ailleurs de la promesse du droit à la santé pour tous. Créer un service d'accès aux soins, peut-être en expérimentant des formules d'utilisation faciles pour les patients, plateforme téléphonique, numéro unique, en concertation avec les professionnels. Rendre la télésanté accessible à tous, garantir la prise en charge des populations qui ont des besoins spécifiques, favoriser l'exercice coordonné entre l'hôpital, la ville, le médico-social. Les CTPS ont un rôle, mais peut-être aussi des formules plus souples de rassemblement des praticiens. Conduire enfin des coopérations avec le milieu associatif pour aller vers les plus exclus. C'est facile à énoncer tout cela, mais sur ces sujets, les réponses ne sont pas magiques, elles doivent être pensées au plus près des réalités avec souplesse. Enfin, des marges de manœuvre aux établissements en matière d'investissement, faire évoluer le modèle de financement. Un point qui peut paraître mineur, mais qui a son importance vu le poids qu'il a pris dans nos discussions,
c'est de faciliter les investissements de la vie courante, tout simplement. Alléger et déconcentrer, par contre, les procédures sur les gros investissements. Tout le monde a entendu parler de cette T2A, de l'Ondam aussi, qui était au cœur des conversations. Il faut donc mettre fin à la prépondérance de la T2A, améliorer la prise en compte de la qualité dans les financements, améliorer la prise en charge dans les pathologies chroniques. Investir dans le numérique, dans des systèmes d'information dignes de ce 21e siècle, de manière à ce que les établissements de toute nature, sociaux, médico-sociaux, puissent trouver là des modes de collecte de données sécurisés à usage multiple. Passer à un Ondam pluriannuel, intégrant davantage des objectifs de politique de santé, reposant sur des objectifs communs de financement ville-hôpital, approfondir aussi en amont de l'Ondam, en amont de sa construction, par une concertation très large. Alors, je voudrais relever quelques points de vigilance. Les changements que, Monsieur le ministre, vous allez vraisemblablement annoncer, qu'il convient d'opérer, appellent une mobilisation exceptionnelle. Une mobilisation exceptionnelle des financements, c'est sûr, mais aussi des acteurs, et des acteurs à tous les niveaux, des changements de comportement, et finalement, des changements de culture. Ce n'est pas les plus faciles à traiter. En tout cas, tout cela doit se faire au bénéfice du patient. La clé de la réussite du Ségur, au-delà du bel exercice de co-construction que nous venons de vivre ensemble, réside dans l'exécution des décisions retenues à la sortie de ce Ségur. Là aussi, ce n'est pas le plus facile et le plus assuré. Outre les comités de suivi des accords, une structure souple du type comité de vigilance que je lance devant vous pourrait en être la garante. Une belle étape est franchie aujourd'hui, mais en quelque sorte, tout commence. À cette condition, le service public de santé retrouvera sa force d'attraction et sa capacité à faire face à des mutations dont on sait qu'elles vont venir et qu'elles seront d'envergure. Nous venons d'en poser les bases. Monsieur le ministre, vous avez ces convictions chevillées au corps. Les acteurs rencontrés y aspirent. Je vous dis à tous, bonne route. Merci. Merci beaucoup énormément, Nicole Notat, pour cette présentation, encore une fois pour le travail qui a été conduit. Je vais passer maintenant la parole au ministre qui m'entoure aujourd'hui. Je crois qu'on commence avec Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. J'attire votre attention sur le fait que je suis très heureux que Jacqueline Gourault soit là, parce qu'elle symbolise aussi un temps nouveau de relations entre les élus dans les territoires et les prises de décision en matière de politique sanitaire dans ces dits territoires. Merci, Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, cher Olivier, Mesdames les ministres, chers collègues, chère Nicole Notat, Mesdames et Messieurs. Bien sûr, je commence par saluer la signature des accords de Ségur sur la santé, dans un esprit, bien sûr, qui a été celui que vous avez rappelé, chère Nicole Notat, un esprit de partenariat et de concertation renforcée avec les partenaires sociaux, mais également avec les élus locaux. Ces derniers doivent en effet, je le pense très sincèrement, et vous l'avez rappelé, Nicole, être placés au cœur de la gouvernance territoriale de notre système de santé. Évidemment, la revalorisation sans précédent des carrières, l'augmentation importante du nombre de recrutements, et j'insiste sur ce point, bien sûr, l'investissement dans les infrastructures, la formation et la modernisation de l'offre de soins constituent autant d'avancées majeures dans la lutte contre les inégalités territoriales, ce dont je me réjouis. Et derrière ces mots que je dis, investissement, formation, il y a des rôles majeurs, bien sûr, des collectivités territoriales. Naturellement, je pense aux territoires ruraux,
qui bénéficieront en premier lieu des mesures concernant le développement de la télémédecine et de l'objectif de 15 000 nouveaux recrutements à l'hôpital. Le Ségur de la santé comporte également des premières avancées importantes en faveur d'une meilleure association des élus locaux aux politiques de santé dans les territoires, et vous savez qu'ils le réclament haut et fort. Je vais prendre quelques exemples. En matière d'investissement, la création d'un Conseil national de l'investissement en santé, il sera porteur d'une nouvelle approche fondée sur l'équité territoriale et l'association des élus locaux à la prise de décision. Par ailleurs, dans le cadre des conférences territoriales d'investissement en santé, les élus locaux, c'est-à-dire aussi bien les régions, les départements, les intercommunalités et les communes, seront mieux associés à l'appréciation des besoins en matière de santé et donc aux décisions d'investissement. En matière d'inégalité de santé, chaque région sera dotée d'une instance stratégique de réduction des inégalités, associant l'ensemble des acteurs, dont les élus locaux, naturellement. Bien sûr, il y a aussi la gouvernance. Le dialogue territorial avec les élus doit être renforcé en développant notamment la présence des ARS à l'échelon départemental. Et bien sûr, un conseil d'administration des ARS avec davantage de places destinées aux élus sera également créé. Ces mesures, si tu le permets, cher Olivier, constituent une première étape très attendue par les élus locaux. Je tiens à cet égard à remercier les contributions nombreuses des associations d'élus qui ont su porter la voix des collectivités territoriales dans la concertation et enrichir ces accords du Ségur de la santé. Alors bien sûr, nous savons qu'il y aura d'autres discussions. Vous savez qu'il y aura un projet, mais la ministre en parlera elle-même, grand âge, autonomie. Moi, j'ai un projet que vous connaissez peut-être qui s'appelle le projet de loi 3D, différenciation, décentralisation et déconcentration. Et bien sûr, elle pourra apporter de nouveaux outils pour les élus, y compris en matière de santé. On verra quels sont les véhicules législatifs les plus adaptés. Le véhicule législatif n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est d'obtenir et de prendre des décisions qui seront mises en place. En effet, j'ai la conviction que les collectivités territoriales peuvent s'investir davantage pour développer l'accès aux soins de proximité, pour participer aux investissements de santé dans les territoires, pour mieux accompagner la perte d'autonomie. Et tout à l'heure, Nicole Notat a parlé du « aller vers ». On ne peut pas aller vers sans les collectivités territoriales et les élus locaux. Et la crise sanitaire l'a démontré, il faut associer les élus locaux, mieux les associer, dans tous les domaines, bien sûr, mais en matière de santé, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et la concertation en cours sur le projet de loi 3D poursuivra ses travaux et donnera toute leur place à ces enjeux essentiels sur nos territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Jacqueline Gouraud. Je passe la parole à Frédérique Vidal, ministre à l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, cher Olivier, Mesdames les ministres, chère Jacqueline, cher Brigitte, chère Nicole Notat. Je crois que la nation sait ce qu'elle doit aux soignants et l'un des objets du Ségur de la santé conduit sous votre égide, chère Nicole, était de traduire cette reconnaissance en actes. Les premiers jalons que ce Ségur vient de poser sur la formation participent aussi pleinement de cet engagement parce qu'ils vont très concrètement offrir aux soignants de nouvelles perspectives d'avenir. Dans les prémices de la crise sanitaire, le rôle de la recherche comme allié incontournable de la communauté du soin, que ce soit dans la recherche de traitements, dans la recherche de vaccins,
dans l'amélioration de la logistique hospitalière, a fait ses preuves. Et aujourd'hui, c'est un autre pan de mon ministère, celui de l'enseignement supérieur, qui va apporter son appui à ce Ségur de la santé pour donner un nouveau souffle aux carrières de santé. Ce nouveau souffle, il est tout d'abord apporté par nos jeunes, par les lycéens qui, cette année, ont été très nombreux à rêver d'une carrière dans le soin, parce que ces carrières répondent à un besoin profond de notre jeunesse, un besoin de sens, un besoin d'engagement. Et c'est à nous de ne pas décevoir cette attente en menant à leur terme les réformes que nous avons engagées afin de réussir ensemble une véritable transformation des études en santé. Et je salue tous les représentants des associations d'étudiants dans les filières médicales et paramédicales avec lesquelles j'ai le plaisir de travailler très souvent. Ce nouveau souffle, c'est celui, comme vient de le rappeler Jacqueline, qui naît à l'écoute des territoires, à l'écoute des patients, à l'écoute de leurs besoins, qui exige que l'on forme encore plus et encore mieux. Et puis ce nouveau souffle, enfin, ce sont les aspirations des professionnels de santé eux-mêmes qu'il nous faut mieux accompagner dans leur progression de carrière et dans leur réorientation. Former plus, c'est tout d'abord réviser la politique des quotas. Pendant longtemps, un raisonnement à courte vue a prévalu. Ne pas augmenter le nombre de soignants signifiait ne pas augmenter les dépenses. Il nous a fallu changer de logique et la crise du Covid-19 nous a rappelé avec brutalité à quel point il était important de le faire vite. Nous manquons de soignants dans les établissements de soins, nous manquons de soignants en ambulatoire. C'est pourquoi pour les filières médicales, nous avons d'ores et déjà supprimé le numerus clausus, mis en place des dispositifs d'analyse des besoins beaucoup plus robustes, en concertation avec l'ensemble des parties. Et pour les filières paramédicales, il nous faut aujourd'hui augmenter le nombre de professionnels de santé en formation. C'est pourquoi, dès la rentrée 2020, nous allons majorer de 2000 places le nombre de postes dans les instituts de formation en soins infirmiers, augmenter aussi le nombre de places pour d'autres filières, l'orthophonie, l'orthopsie, les manipulateurs radio, de manière à ce que, de façon volontariste, l'État, en partenariat avec les régions, en partenariat avec le ministère de la Santé et des Solidarités et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, participe à mieux cibler les besoins des territoires. Cette action, initiée dès l'année 2020, se poursuivra bien sûr dans les années à venir. Mais former mieux, c'est aussi diversifier les terrains de stage, y compris ambulatoires, et développer des capacités d'encadrement universitaire. L'augmentation du flux des étudiants, l'évolution des modalités pédagogiques, le travail en groupe plus restreint pour la simulation, par exemple, l'importance des facteurs humains, l'encadrement en stage, implique aussi que nous ayons un nombre d'enseignants adaptés et mieux répartis sur le territoire. Former un étudiant, c'est pouvoir le préparer à tous les modes d'exercice. La pratique ambulatoire, les soins premiers en font partie. Pour développer ce véritable réseau universitaire territorial, porté par de réels projets d'enseignement et de recherche, adaptés aux besoins du territoire, avec le ministère des Solidarités et de la Santé, nous allons permettre à des praticiens de centres hospitaliers universitaires, hors CHU et en exercice ambulatoire, d'accéder au statut d'enseignant universitaire associé. Les textes réglementaires d'octobre 2019 le permettent aussi d'ores et déjà. Les filières paramédicales seront elles aussi concernées par cette volonté de créer des postes d'enseignants universitaires. Pour faciliter les progressions, les réorientations, les reprises d'études, pour confirmer l'intégration des filières paramédicales à l'université, pour innover sur les modalités de formation tout au long de la vie, pour que nos soignants puissent plus facilement progresser dans leur carrière, reprendre leurs études, changer de métier, tout en reconnaissant leurs compétences acquises. Il nous faut aussi conforter encore les parcours licence, master, doctorat et réfléchir aux passerelles d'un champ à l'autre. Il faut pouvoir alterner activité professionnelle et études sans sacrifier pour autant sa vie personnelle ou familiale. Il faut pouvoir, par exemple, devenir infirmier quand on est aide-soignant.
Et pour déverrouiller le système, nous devons réfléchir à des modes de formation innovants, y compris en pensant à l'alternance. Il faut également pouvoir faire un master quand on a exercé quelques années en tant qu'infirmier, ergothérapeute ou manipulateur radio, pour prendre par exemple ces 3 formations de niveau licence. Et là encore, il s'agira d'ouvrir le champ des possibles à nos soignants, de leur offrir des respirations dans leur parcours, de leur permettre de voir loin. Et c'est le moins que l'on doive à ceux qui consacrent leur journée à rallonger l'espérance de ceux qui parfois n'en avaient plus. Alors tout cela est très concret. Nous avons d'ores et déjà mis en place des formations en pratique avancée infirmière dans les universités. Et ça fonctionne, plus de 800 inscrits en 2019. Il nous faut aller plus loin encore, élargir les domaines couverts, ouvrir les pratiques avancées à d'autres professions pour répondre aux besoins de la population sur le territoire et donner tout son sens à la gradation des soins. Ainsi, aujourd'hui, des jalons ont été posés. Il nous faut maintenant amplifier, il nous faut réussir ensemble cette véritable transformation de la formation en santé, que ce soit une formation initiale ou une formation continue, parce qu'elle est incontournable, parce qu'elle est souhaitée et surtout parce qu'elle est juste. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Frédérique Vidal. Je passe la parole à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie. Merci, Monsieur le Ministre, Mesdames les ministres, chère Nicole Notat, Mesdames et Messieurs. Je n'étais pas avec vous au tout début de cette séance parce que j'étais aux questions orales sans débat au Sénat et dont les majeures parties des questions portaient justement sur l'offre de soins sur les territoires les plus en difficulté et les difficultés d'accès aux soins sur l'ensemble d'ailleurs du territoire, chère Jacqueline, avec un clin d'œil aux territoires ruraux, bien sûr. Permettez-moi tout d'abord de remercier évidemment solennellement tous les professionnels de santé, volontaires, engagés en première ligne. Et je profite de cette occasion qui m'est donnée pour saluer le dévouement de tous les professionnels qui interviennent également au domicile des personnes âgées, eux aussi engagés en première ligne durant cette crise sanitaire. Nous leur devons beaucoup et comptez sur ma détermination ainsi que celle du ministre pour que la reconnaissance de cet engagement passe également de la parole aux actes. Permettez-moi aussi de vous féliciter, chère Nicole Notat, pour le travail formidable que vous avez réalisé en l'espace de quelques semaines avec l'ensemble des parties prenantes. Cela participe de cette idée forte que nous avons en partage, le dialogue social et la concertation. Ce sont des moteurs du progrès social à travers des solutions concrètes partagées par nos compatriotes et nos territoires. Comme vous le savez, j'ai été nommée par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, ministre délégué en charge de l'autonomie il y a maintenant 2 semaines. La prévention et le soutien à la perte d'autonomie des personnes âgées est un sujet qui nous concerne toutes et tous, soit parce que l'on a connu un proche, un parent infecté par cette perte d'autonomie, soit parce qu'en avançant dans l'âge, on se pose toute une série de questions légitimes liées à cette dernière tranche de vie. Je sais les inquiétudes et les angoisses qui génèrent ce sujet si sensible. L'ambition du gouvernement est simple, mais elle se veut forte. C'est d'apporter des réponses concrètes à ces inquiétudes, à ces angoisses. C'est cela la République qui protège ses enfants tout au long de la vie. Prévenir la perte d'autonomie, c'est faire en sorte que les personnes âgées puissent rester à domicile, ce qui est majoritairement leur souhait. Mais pour ce faire, encore faut-il que l'offre de prise en charge médicale soit suffisante dans nos territoires. Et je sais, pour avoir été durant ces 8 dernières années députée d'une circonscription rurale, les difficultés d'accès aux soins que rencontrent nos compatriotes les plus âgés. La crise sanitaire qui a frappé de plein fouet notre pays a fait la démonstration, à grande échelle, du caractère incontournable d'un lien fort et fluide entre la ville, l'hôpital et le médico-social autour de la personne âgée. Avec le Ségur et à la lumière des enseignements de la crise sanitaire, l'occasion nous est donnée de passer à une autre dimension, celle d'une offre de prise en charge médicale minimale et garantie autour de la personne âgée. Afin de sceller l'engagement collectif dans cette offre de services, dont chaque volet nécessite l'implication des acteurs de ville, de l'hôpital et du médico-social, une enveloppe de financement sera déléguée à l'échelle de chaque territoire, à l'hôpital, à la communauté professionnelle territoriale de santé ou à l'EHPAD, désignée en charge du pilotage d'ensemble
à l'issue d'un appel à candidature, éventuellement coordonné par le PCI pour en faciliter l'issue. Sans rentrer dans le détail, cette offre de prise en charge médicale pour les personnes âgées sera structurée autour de 4 priorités. Tout d'abord, pérenniser sur les territoires des astreintes sanitaires au bénéfice des établissements d'hébergement des personnes âgées mis en place pendant la crise du Covid. Deuxièmement, structurer dans chaque territoire des parcours d'admission directe, non programmés à l'hôpital, pour les personnes âgées pour éviter les passages aux urgences inutiles. Troisième priorité, renforcer le déploiement des équipes mobiles et des interventions de l'hospitalisation à domicile et des professionnels libéraux sur les lieux de vie des personnes âgées. Enfin, renforcer le dispositif de présence, garde ou astreinte, infirmière de nuit dans les EHPAD. Tout cela est concret. À cela s'ajoute le nécessaire développement de la télésanté à domicile ou dans les EHPAD qui a fait sa preuve durant cette crise. Elle ne constitue pas une fin en soi, mais un véritable outil complémentaire pour améliorer l'accès à un professionnel de santé. Ces premières mesures s'inscrivent dans le cadre de la réforme sur le grand âge et l'autonomie que nous allons mener avec Olivier Véran et sur laquelle nous avons déjà commencé de concerter avec les acteurs. C'est un projet immense qui va nécessiter la mobilisation de tous. Sur le plan de la méthode, ce Ségur de la santé constitue incontestablement un modèle de concertation pour aboutir à des solutions largement partagées. Je vous remercie. Je remercie Brigitte Bourguignon pour son intervention et tout le travail qu'elle a commencé à conduire pour lutter avec efficacité et détermination contre la perte d'autonomie et surtout pour accompagner les personnes qui en souffrent ainsi que leurs familles. Il me revient l'immense privilège et plaisir de conclure ces travaux du Ségur à travers une prise de parole. Je m'auto-passe la parole et me transporte illico au pupitre. Mesdames les ministres, Madame l'animatrice du Ségur de la santé, chère Nicole Notat, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers tous, la remise du rapport de Nicole Notat constitue l'ultime étape du Ségur de la santé, engagée dès le ralentissement d'une épidémie qui a, dois-je le rappeler, très durement frappé la France et le monde et qui doit, je le rappelle, continuer à nous mobiliser pleinement. Je remercie chaleureusement Nicole Notat d'avoir accepté cette mission et de s'être engagée avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de talent dans ce Ségur de la santé. Les recommandations que vous venez de formuler traduisent à la fois une concertation intense avec l'ensemble des acteurs et des orientations fortes pour notre système de santé. Il nous appartient désormais de les transformer en décisions et en actions. Je le dis ici, 6 semaines pour réaliser des accords, tant sur le plan salarial que sur le plan des transformations. 6 semaines, c'est un délai extrêmement court que nous nous sommes fixés. Et comme l'a dit Nicole Notat, je crois que l'urgence le justifiait et que l'urgence nous a sans doute paradoxalement permis d'avancer plus loin, plus vite et plus fort sur un certain nombre de dispositions. Pour autant, la concertation ne s'arrête pas à ces accords du Ségur et à la présentation que je vais faire. Elle devra évidemment se poursuivre, tant auprès des acteurs de la santé qu'auprès des acteurs dans les différents territoires. Ce n'est donc pas la dernière ligne du Ségur, mais c'est une ligne nouvelle de ce Ségur qui devra désormais vivre pour être pleinement concrétisée dans les semaines, les mois et pour certaines dispositions en finalisation les années à venir. Ces actions, je ne vais pas les égrener ici une à une. Une doctrine que j'ai apprise au Parlement et qui nous vient de Descartes consiste à dire que le risque d'ennuyer, c'est de vouloir tout dire. Je ne dirai donc pas tout, mais comme j'ai gardé le fâcheux réflexe d'être un médecin, j'ai retenu 33 propositions qui sont pour la plupart d'entre elles issues de la concertation et des recommandations du rapport de Nicole Notat. À l'issue de cette clôture, il vous sera transmis un dossier qui détaille chacune de ces 33 orientations, mais je voudrais néanmoins partager avec vous l'esprit des conclusions du Ségur et les principales parmi ces propositions. Le 25 mai dernier, au lancement du Ségur, suite à l'impulsion donnée par le président de la République,
Les commentateurs prédisaient au mieux un échec, au pire un coup pour rien. Force est de constater que si les discussions ont été franches, parfois musclées, aucun coup n'a été échangé, personne n'est dans les cordes, et je crois que tout le monde sort gagnant de ce Ségur. Si l'heure n'est plus à un discours de la méthode, mais bien à une conclusion, ou plutôt à des conclusions, je rappellerai simplement quelques chiffres qui nous disent quelque chose du chemin que nous avons parcouru ensemble. Plus de 100 réunions d'échange et de concertation au ministère en seulement 50 jours. Près de 200 contributions écrites, reçues et toutes analysées. Plus de 118 000 réponses de professionnels de santé à la grande consultation en ligne en seulement quelques jours. Plus de 200 réunions organisées dans le cadre des retours d'expériences territoriaux, plus d'une quarantaine d'heures de négociations pour aboutir à des accords. Il fallait évidemment écouter les soignants. Il fallait aussi apporter des réponses concrètes à des attentes qui, pour certaines d'entre elles, étaient déjà anciennes. Je pense évidemment à la question des rémunérations. Dans le dialogue, dans la concertation, des sommes sans précédent, 8,2 milliards d'euros par an, ont été mises sur la table. Et une méthode a été choisie et nous n'en avons jamais dévié, celle du dialogue social et de la négociation. La semaine dernière à Matignon, en présence du Premier ministre, les accords de la santé ont donc été signés, qui apportent aux soignants, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les cliniques, des revalorisations très significatives, parce que la feuille de paye a été la première des ambitions de ce Ségur. Elle n'a pas été la seule ambition, non. Il ne s'agit pas seulement de mettre de l'argent sur la table pour revaloriser les rémunérations des personnels dans les établissements. C'est nécessaire, nous l'avons fait, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons voulu changer de braquet et accélérer dans tous les domaines de la transformation de notre système de santé. Je parle d'accélération parce que si beaucoup de constats ont été renforcés par la crise sanitaire, ces constats ne sont pas nouveaux. À ce titre, je rappelle que la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, qui traduit les ambitions de Ma Santé 2022, aura un an dans 3 jours. Rendez-vous compte, cette loi n'a même pas un an. Les diagnostics sur lesquels elle s'est construite sont-ils caducs? Je ne le crois pas. Le Ségur de la santé doit donc être un accélérateur qui a vocation à engager rapidement les transformations dont notre système de santé a besoin. Pour mener à bien ces transformations, nous mettons certes de l'argent sur la table, beaucoup d'argent, mais nous renversons aussi des logiques qui ont pu faire perdre aux soignants le sens de ce qu'ils font au quotidien. Car au fond, qu'est-ce que vous nous dites, qu'est-ce que vous nous disiez, qu'est-ce que vous nous avez dit sur l'hôpital et plus largement sur notre système de santé? D'abord, vous nous avez dit « nous manquons de lits à l'hôpital et nous manquons de personnel ». Le premier sujet, c'est naturellement la rémunération des soignants. Je viens d'en parler, j'ai la conviction que nous avons ensemble franchi des étapes décisives. Il y a bien sûr aussi l'enjeu tout aussi décisif de notre capacité à attirer et à conserver des médecins à l'hôpital public. Trop souvent, quand on est praticien hospitalier, on peut avoir le sentiment que le choix du service public n'est pas suffisamment reconnu. Cela peut dissuader les jeunes de rejoindre l'hôpital public et les moins jeunes d'y rester. C'est tout le sens des accords signés concernant les médecins à l'hôpital public. Par ailleurs, reconnaître pleinement le choix du service public, l'engagement en faveur du service public, c'est aussi être cohérent et ne plus accepter de rémunérer au-delà du raisonnable, voire de l'entendement des personnels extérieurs. En l'espèce, le raisonnable, c'est ce qui est prévu pour les autres, et les autres, c'est vous. L'intérim médical a donné lieu à trop d'abus, depuis trop longtemps. Et nous savons que ces abus minent les équipes. Le rapport de Nicole Notat préconise, je le cite, de rendre impossible la rémunération des médecins intérimaires au-delà des conditions réglementaires. Dorénavant, nous devons nous fixer un repère qui est tout trouvé et qui s'appelle le plafond réglementaire. Et nous demanderons aux comptables publics de l'appliquer strictement en bloquant toute rémunération qui dépasserait ce plafond. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Vous avez un plafond réglementaire d'indemnisation d'un médecin sur une mission de courte durée à l'hôpital. On sait comment ça peut se passer. Le médecin dit « moi je veux bien venir, mais il va falloir me payer plus. Sinon j'irai
à l'établissement à côté, clinique ou hôpital, où je changerai de région et j'irai là où on acceptera de me payer davantage que ce que prévoit la loi. C'est terminé. C'est terminé. Plus aucun versement ne sera autorisé au-delà du plafond réglementaire, avec récupération, si nécessaire, auprès du praticien. Je sais ce que l'arrivée dans un service d'un praticien surrémunéré peut engendrer comme amertume. Je sais que cela peut littéralement pourrir la vie d'un collectif de soins. Dans le même esprit, nous allons changer de logique sur la question du capacitaire. Je vais vous parler des lits. Vous n'êtes sans doute pas habitués depuis quelques années à ce qu'on puisse vous parler librement de la problématique des lits, mais pour l'avoir vécu comme médecin hospitalier, pour ne pas ignorer ce problème comme ministre de la Santé, j'en parle avec conviction et très directement. Je veux sortir des dogmes et des guerres de position, qu'il s'agisse de la fermeture systématique des lits ou du refus systématique de toute réorganisation. C'est dans cet esprit que nous mettrons fin au Copermo, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est aussi dans cet esprit qu'il faut prévoir l'ouverture ou la réouverture de lits dans les structures de médecine en fonction des besoins. Besoins qui évoluent selon les pics saisonniers, par exemple, ou selon des pics exceptionnels d'activité. On connaît la musique. Une durée moyenne de séjour qui augmente dans un hôpital. Il y a une lumière qui s'allume ici. Si les patients restent plus longtemps, c'est peut-être qu'il y a trop de lits. Donc on va aller fermer des lits. Et puis on va fermer des lits dans un établissement, alors que parfois c'est 2 lits peut-être en trop dans un service de médecine, mais pas forcément à l'échelle de l'établissement. Et puis ce qui est la règle pendant 9 mois par an n'est pas forcément la règle quand la grippe arrive, ou lorsque vous êtes dans un bassin attractif qui fait qu'il y a beaucoup de touristes et que la population se multiplie en période hivernale quand on est grenoblois, ou en période estivale quand on est, je ne sais pas, d'Arcachon. Il faut être capable de tenir compte de cette saisonnalité, de cette variabilité. C'est pourquoi nous allons engager chaque année des moyens financiers importants de manière à assurer l'ouverture ou la réouverture de 4000 lits hospitaliers que j'appelle des lits à la demande et que les établissements de santé seront à même d'ouvrir en fonction des besoins. Vous nous avez parlé donc des lits, vous nous avez aussi dit, vous êtes nombreux et depuis un certain nombre d'années, à considérer que le financement des soins n'est plus adapté. Nous savons que nos modes de financement ont pu inciter à la course à l'activité. Nous savons que cette course a pu provoquer dans les services hospitaliers, je dirais un désarroi, des difficultés, voire des tensions. Cette logique, nous avons commencé à l'inverser, avec la hausse des tarifs à l'hôpital, avec les réformes du financement dans de nombreux secteurs. Je le dis, cette hausse des tarifs se poursuivra dans les années à venir. Nous allons donc franchir un nouveau cap en accélérant la diversification et la simplification des modes de financement des activités hospitalières. Dans le cadre d'une expérimentation que je veux ambitieuse et rapide, et parce que nous savons tous la difficulté à construire dans l'urgence un modèle global de financement qui satisfasse tout le monde, nous allons faire confiance et nous allons proposer aux établissements de santé et aux acteurs de la ville, sur un territoire donné, sur plusieurs territoires évidemment, de faire évoluer le financement des activités de médecine vers un modèle mixte. Un modèle mixte avec un socle de dotation dit populationnel, fondé sur les besoins de santé des populations du territoire, et un socle qui sera complété par une prise en compte de l'activité, mais aussi de la qualité des soins. C'est en quelque sorte un droit d'option pour un nouveau type de financement que nous instaurons. Nous allons construire ce nouveau modèle ensemble et ce sera aux acteurs qui le souhaitent de s'en emparer. Qui dit financement dit aussi ONDAM, Objectif national de dépenses d'assurance maladie. L'ensemble des sommes que l'État apporte à la santé dans le cadre du Ségur viendra abonder cet ONDAM, bien sûr, qui, vous le verrez, sera donc très nettement réévalué en 2021. Mais le sujet de l'ONDAM dépasse cet horizon. Il a, depuis 2010, démontré son efficacité comme outil de maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Néanmoins, il pose de nombreuses questions. Les débats du Ségur de la santé ont montré le besoin d'engager une réflexion sur la rénovation de l'ONDAM pour la décennie à venir. Au-delà de la question centrale de son niveau, les participants ont notamment soulevé la question de son découpage, de son périmètre, de l'équité de la régulation des dépenses
entre les différents secteurs de l'offre de soins, d'une régulation s'appuyant davantage sur les tendances épidémiologiques et les évolutions des prises en charge. Au fond, l'enjeu, c'est de faire de l'ONDAM l'expression non seulement d'une trajectoire de finances publiques, mais aussi et surtout d'une politique de santé. Je saisirai donc le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le HCAM, dès les prochaines semaines pour qu'il me remette, d'ici au printemps prochain, des propositions d'évolution de la régulation du système de santé en vue du PLFSS pour 2022. Enfin, le financement, c'est l'investissement. Vous connaissez le chiffre de 13 milliards. C'est la reprise de dette des hôpitaux. C'est colossal. Et vous avez entendu le Premier ministre annoncer 6 milliards d'euros supplémentaires au titre de l'investissement. C'est donc au total 19 milliards d'euros qui vont être mobilisés pour permettre le financement des investissements utiles. Une partie très importante doit venir financer les investissements courants. Il n'est pas acceptable de constater que dans les hôpitaux, on n'arrive pas à renouveler les moniteurs, les pousse-seringues, les chariots, les brancards, les lits. Nous mettrons fin à cette situation. En complément, nous financerons des priorités d'investissement structurelles. 2,1 milliards d'euros seront consacrés aux établissements médico-sociaux. Le secteur médico-social sera un des grands bénéficiaires de ce plan d'investissement. Les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes doivent bénéficier de ces investissements pour se moderniser, se rénover, accueillir les résidents dans les meilleures conditions. C'est au moins un quart des places en EHPAD qui pourront ainsi être rénovées, rendues plus confortables, plus accessibles et conformes à la réglementation énergétique. Nous améliorerons les conditions de travail des personnels avec de l'équipement courant, des rails de transfert, des fauteuils électriques, des capteurs de détection de chute, des enfilbas de contention, autant d'exemples concrets qui peuvent changer la donne en établissement, sans même parler du numérique qui doit une bonne fois pour toutes franchir les portes des EHPAD. Ce signal fort s'inscrit dans le cadre de la réforme sur le grand âge et l'autonomie que nous allons mener avec Brigitte Bourguignon et sur laquelle nous avons déjà commencé de concerter avec les acteurs. C'est un projet immense, très grande réforme sociale du quinquennat, qui nécessitera la mobilisation de tous. Pour l'investissement en santé dans les territoires, bien sûr des projets hospitaliers, mais aussi des projets ville-hôpital. Je souhaite que nous consacrions 2,5 milliards d'euros de financement sur les 6 à des projets structurants pour l'hôpital et les relations ville-hôpital pour casser ces silos et permettre aux acteurs de travailler davantage ensemble. Enfin, nous investirons massivement dans le numérique, 1,4 milliard d'euros sur 3 ans, en particulier pour que l'espace numérique de santé soit une réalité concrète pour les Français dès début 2022. Vous avez parlé des lits, vous avez parlé du modèle de financement, et tout au long de ce Ségur, et même bien avant celui-ci, vous nous avez dit on en a marre des décisions qui viennent trop d'en haut et qui s'imposent à nous. Nous allons changer cette logique, à commencer par les investissements, justement. S'agissant du Copermo, disons-le nettement, il a vécu. Bien sûr, une instance nationale doit exister, mais son rôle et sa composition doivent être tout autres. Le Conseil national de l'investissement en santé, qui associera des représentants des élus, devra désormais définir les priorités nationales, se situer dans l'accompagnement des projets, répartir les enveloppes d'investissement et se prononcer uniquement sur les projets qui bénéficieraient à 100% d'aide ou dépassant les 100 millions d'euros. Pour tous les autres projets, il doit y avoir des décisions territorialisées. Pour le reste, le rapport de Nicole Notat nous invite à déconcentrer la gestion des investissements, à territorialiser, à décloisonner les projets. Nous n'allons pas faire autre chose. Nous allons à la fois considérablement augmenter notre investissement dans la santé, vous l'avez vu, et j'y reviendrai, et déconcentrer largement les décisions d'investissement. Nous voulons que dorénavant les territoires soient aux commandes. Chère Jacqueline Gourault, en associant étroitement les élus régionaux, départementaux, intercommunaux et bien sûr les maires à l'appréciation des besoins en santé, mais aussi aux décisions d'investissement. Nous en posons ici les premiers jalons, mais sur toutes les mesures qui concernent particulièrement les territoires,
Des concertations approfondies avec les élus auront lieu dans les prochaines semaines et les prochains mois. Les agences régionales de santé seront renforcées au niveau départemental. On l'a vu pendant la crise, nous avons besoin des agences régionales de santé qui font un travail phénoménal, extraordinaire sur les territoires. Sans doute faut-il renforcer l'échelon départemental pour créer davantage de proximité, notamment avec les élus dans les territoires et auprès de la population. Je le dis comme je le pense, un maire, un conseiller départemental doit se sentir chez lui lorsqu'il franchit la porte d'une agence régionale de santé. Mettre les territoires aux commandes, ce n'est pas une expression dans un discours, c'est une organisation nouvelle qui s'appuiera sur des conférences territoriales d'investissement en santé. C'est un vrai changement de paradigme et c'est un vrai changement de dimension. Vous nous avez dit également, il y a trop de cloisonnement entre la ville et l'hôpital, entre le sanitaire et le médico-social. Les 6 milliards d'euros d'investissements nouveaux que je viens d'évoquer devront s'inscrire dans cette logique de décloisonnement. Vous ne m'en voudrez pas de rappeler que l'exercice mixte et le décloisonnement ont été en quelque sorte d'ailleurs la pierre angulaire de Ma Santé 2022. Là encore, nous devons accélérer et permettre plus simplement aux médecins libéraux d'aller travailler à l'hôpital, mais aussi aux praticiens hospitaliers qui le souhaitent d'avoir un exercice ambulatoire, notamment dans les zones sous-denses. Il est incompréhensible qu'un médecin libéral, expert dans son domaine et qui souhaite travailler avec l'hôpital, se voit refuser d'avoir une vacation sous prétexte qu'il n'y aurait pas la place pour lui alors qu'il peut apporter énormément. Et il n'est pas non plus normal que les conditions ne soient pas créées qui permettent à un médecin hospitalier capé d'aller travailler en coordination, en coopération étroite avec des médecins libéraux du territoire. Casser les silos, ça commence par organiser les rencontres et le travail en commun. L'exercice mixte, le décloisonnement, la possibilité laissée aux médecins de passer d'un couloir à un autre, cela signifie précisément la fin des couloirs. Et le temps n'est plus aux incantations, mais à la mise en œuvre. La mixité d'exercices et la pluridisciplinarité sont aussi des réponses aux murs démographiques qui se présentent devant nous. Vous le savez, nous avons supprimé le numerus clausus. Mais il y a eu 30 ans, 40 ans d'application du numerus clausus, qui a réduit considérablement le nombre de médecins en formation. Pardon pour l'exemple personnel, mais quand j'ai passé le concours de première année, on devait être 3500 médecins formés en France. Il y en a désormais près de 10 000. Il y en avait dans les années 70, avant l'instauration du numerus clausus, alors que nous étions moins nombreux, que nous vivions moins longtemps et que les protocoles de soins étaient moins complexes, plus de 10 000 médecins formés par an. Nous savons que nous avons une période devant nous qui est complexe. Il n'existe pas de solution magique pour pouvoir combler le trou démographique. Néanmoins, les organisations, les coopérations doivent permettre d'apporter une réponse. Autre chose que vous nous dites souvent, et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise. Là, j'allais dire un mot, mais je ne le pense pas, mais on a tendance à opposer à tort dans les territoires les établissements de santé les uns avec les autres. On l'a vu pendant le Covid. Moi, j'étais interpellé. On me disait les réa ne sont pas utilisés dans le secteur des cliniques. Les cliniques disaient on a envie d'être utilisés, appelez-nous davantage. Moi, je crois profondément à une rénovation du modèle, à une capacité plus importante des offreurs de soins, des établissements de santé à travailler en bonne intelligence, en cohérence dans les territoires. Les missions ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même de l'énergie à mettre en commun. Je souhaite confier une mission à 3 responsables d'établissements publics, privés non lucratifs, privés lucratifs, afin qu'ils aient le cerveau ouvert, les chakras ouverts, et qu'ils puissent me formuler des propositions sur l'avenir d'un travail davantage coopératif dans les territoires, sur la base des belles expérimentations qui ont été conduites dans l'urgence pendant la crise du Covid. La bonne coordination entre la ville, l'hôpital et les établissements médico-sociaux est un impératif catégorique dans la prise en charge des personnes âgées. Il n'est plus possible que les urgences soient le lieu d'accueil des personnes âgées. C'est pourtant encore trop souvent une réalité et c'est une aberration. Nous devons donc pérenniser les initiatives nées sur les territoires pendant la crise sanitaire, d'entraide entre les hôpitaux, la ville et les établissements médico-sociaux, comme par exemple les astreintes sanitaires au bénéfice des établissements qui hébergent des personnes âgées. Je crois également profondément au modèle de l'hospitalisation à domicile, qui souffre encore de freins, de carcans, de limites, et sur laquelle nous devons nous appuyer davantage dans les semaines et les mois à venir. Le Ségur de la santé, c'est aussi pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches aidants
un marqueur fort de correction de l'inégalité d'accès au système de santé. Tout d'abord en travaillant aux mesures de soutien pour l'accès à un médecin traitant, ensuite pour construire des parcours de santé dans le droit commun, en permettant aux établissements médico-sociaux de partager l'expertise sur les handicaps avec les professionnels de ville et les hospitaliers. Nous y avons travaillé main dans la main avec Sophie Cluzel pour poursuivre les travaux engagés avant la crise. 5e constat, vous nous dites « nos carrières sont figées ». Figées, les carrières le sont un peu, c'est vrai. Ou disons qu'elles pourraient connaître davantage de mouvements. Mais elles sont aussi devenues de plus en plus difficiles d'accès. Avec Frédérique Vidal et en concertation avec les régions, nous allons donc augmenter de 10% les places en IFSI, soit 2000 places supplémentaires, et nous allons multiplier par 2 les entrées en formation d'aide-soignante d'ici à 2025. S'agissant du déroulement des carrières, il faut à l'évidence le rendre plus dynamique. Comme dans tout autre métier, des perspectives d'évolution doivent exister. Nous allons accélérer le déploiement des infirmiers en pratique avancée, les IPA, généralistes de premier recours, avec pour objectif 3000 IPA formés d'ici 2022. Si des avancées substantielles ont déjà été enregistrées, il nous faut aller plus loin et je veux engager une réflexion sur une nouvelle profession médicale intermédiaire en milieu hospitalier sous la responsabilité d'un médecin. Je vais donc confier aux ordres professionnels médicaux et infirmiers une mission de réflexion préfiguratrice sur ce sujet. Beaucoup d'entre vous exercent aujourd'hui des missions au-delà du soin. Je pense évidemment à l'accueil, à l'accompagnement de nos futurs confrères, à l'enseignement ou encore à la recherche. Il nous faut aujourd'hui reconnaître cet engagement et permettre davantage d'accès au statut d'enseignant universitaire associé. Pour les praticiens hospitaliers, pour les médecins de ville, pour les professionnels paramédicaux, en ville comme à l'hôpital, c'est une reconnaissance statutaire et parfaitement légitime de ce que vous faites quotidiennement en encadrant les plus jeunes. Je me souviens de cette infirmière qui témoignait et qui disait « Ça faisait 15 ans que je travaillais dans le service de mon hôpital, je suis parti passer un master, un doctorat. On a besoin d'avoir des paramédicaux qui font un doctorat pour harmoniser la recherche, pour harmoniser les pratiques, pour réfléchir sur l'évolution des métiers. » Ça a été la croix et la bannière pour elle que d'accéder à cette formation, de se la faire financer. Et quand elle est revenue dans son service, c'est comme si rien n'avait changé. Elle retrouvait ses missions, ses fonctions, sans valorisation, sans suffisamment exploiter les qualités, les compétences qu'elle avait pu acquérir. Il faut que ça change. Sur ce sujet, cher Frédéric, nous allons mener avec les universités la concertation permettant de concrétiser ces avancées. Sixièmement, vous nous avez dit la vie des établissements, leur gouvernance, elle est trop opaque. Elle manque de démocratie interne. Elle est trop fermée, cloisonnée. On ne s'y retrouve pas. On n'a pas l'impression d'être écouté, entendu, acteur. Les excès de la loi HPST seront corrigés. Chaque établissement de santé doit pouvoir dorénavant mettre en œuvre des organisations internes et des gouvernances adaptées à son contexte local, comme le propose d'ailleurs le rapport commandé par Agnès Buzyn au professeur Clarisse et que celui-ci m'a remis au mois de juin. Il s'agit à la fois de redonner sa place au service. Oui, il y a un attachement au service. Oui, ça veut dire quelque chose de service. Et oui, la suppression des services a marqué les esprits à l'hôpital et les comportements. Il s'agit donc de redonner sa place au service, de lui confier de véritables leviers d'action et d'avoir une gouvernance davantage participative. Ce n'est pas un gros mot à l'hôpital, participatif, au contraire. La nomination des chefs de service se fera après un appel à candidature. Et chaque candidat devra présenter son projet devant l'ensemble des personnels du service. La décision et la participation au plus près, la confiance aux acteurs de terrain, voilà l'esprit de ce que nous allons faire en systématisant, par exemple, dans chaque établissement, des délégations de gestion accordées aux pôles et aux services. Changer les modes de décision et de participation, c'est également mieux associer les soignants et mieux associer les usagers aux décisions dans les établissements. La remédicalisation de la gouvernance sera entreprise en suivant les recommandations du rapport du professeur Clarisse. Et la place des personnels paramédicaux
et des représentants des usagers dans les instances de gouvernance, par exemple dans un directoire d'un établissement, devra être largement reconnu. Ensuite, vous nous avez dit, et vous avez été très nombreux à le dire, il y a trop de normes, trop de complexité. Dans ce grand effort de modernisation et de rénovation, nous allons lever bon nombre des contraintes. Nous allons alléger les procédures, parce que la crise a révélé que face à l'imprévisible, quand la force des choses supplante la lourdeur des textes, l'action est bien plus efficace. L'organisation interne et la gouvernance des établissements doivent pouvoir s'adapter à des situations locales spécifiques et à des projets propres à chaque territoire. On ne peut pas exiger d'un hôpital de 300 lits d'avoir la même organisation et le même fonctionnement qu'un grand CHU. Nous allons donc donner un droit d'option aux établissements pour qu'ils puissent s'organiser librement, dès lors qu'il y a un consensus local qu'il faudra rechercher. Et même si le Code de la santé publique prévoit autre chose, si un établissement veut organiser son directoire ou sa CME différemment, si un établissement veut que les pôles soient tout ou partie optionnels, alors il n'y a pas de raison qu'on ne lui fasse pas confiance et qu'il ne puisse pas le faire. La commande publique, nous savons que pour bon nombre d'établissements, elle est également vécue comme un poids. Et en matière de complexité, la crise a montré qu'un travail devait être mené, parce que si les règles sont souvent indispensables, elles ne doivent pas décourager l'action et anéantir notre capacité d'adaptation. Je le dis sur ce point, il y a des réglementations françaises, des réglementations européennes, qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, n'importe comment. Il faut donc un temps de réflexion, mais je souhaite que nous sortions de la rigidité du Code des marchés publics, dès lors que ça fait sens pour les établissements de santé. Vous nous dites ensuite, certains soins, certaines pratiques manquent de pertinence. La pertinence des soins, on en parle depuis de nombreuses années, en ville comme à l'hôpital. On cherche tous la martingale pour être capable d'en faire la pierre angulaire de notre système de santé. On constate qu'il y a des choses qui fonctionnent. La rémunération sur objectifs de santé publique, les ROSP, ont montré certaines vertus. Et d'ailleurs, les médecins généralistes qui étaient plutôt réticents au départ, il y a une dizaine d'années, reconnaissent aujourd'hui que c'est un levier efficace de sécurité et de qualité des soins. Il n'y a pas de raison qu'on se limite à la médecine générale. Il faut pouvoir le développer pour la médecine de spécialité, en négociation avec les médecins spécialistes, et y apporter cette philosophie qui consiste à déterminer, avec les collèges nationaux professionnels, des actes qui peuvent être réalisés par endroits, de manière excessive, d'en comprendre les mécanismes, d'accompagner de manière incitative les praticiens à améliorer leurs pratiques pour faire réduire ces actes lorsqu'ils sont inutiles et à les accompagner financièrement pour ce faire. Je crois profondément à l'accompagnement des médecins sur ce terrain et d'ailleurs, ce sont les médecins qui en parlent le mieux. Ces mesures nous permettront de nous engager ensemble dans un nouvel acte de la pertinence des soins et je sais que cette aspiration fait l'objet et fera l'objet d'un très large consensus. Vous nous dites ensuite, l'hôpital n'a vraiment pas pris le virage du développement durable. À l'image de la société tout entière, c'est une aspiration qui grandit à l'hôpital et les jeunes soignants sont les premiers à militer en faveur de pratiques plus vertueuses sur le plan environnemental. Alimentation avec des circuits courts, meilleure gestion des déchets, moins de gaspillage à tous les étages. Je pourrais vous en parler pendant des heures. J'ai fait moi-même partie d'un collectif qui soutient le bien manger à l'hôpital et avec des scientifiques qui avaient fait le constat, pour citer que cet exemple, que plus il y avait de sel dans une omelette, moins il y avait de protéines d'œufs et que le sel visait à masquer l'absence de goût liée à l'absence de protéines d'œufs dans les omelettes. On en est là. Je ne néglige pas le poids financier que cela représente, mais il faut arrêter d'avoir des œillères, il faut être capable d'avancer dans la bonne direction. Ce ne sont pas des mesures symboliques. Je crois profondément qu'on doit améliorer les bonnes pratiques, les accompagner, y compris financièrement. L'une des grandes priorités, qui n'est pas la seule, mais qui nous préoccupe tous, c'est aussi la rénovation des bâtiments, parce que les passoires énergétiques, il y en a beaucoup trop dans les établissements de santé et médico-sociaux. C'est l'un des grands axes de notre plan d'investissement qui doit permettre à nos établissements d'opérer cette transition énergétique et écologique, dont chacun mesure un peu plus chaque jour l'urgence. Nous pourrons aussi nous appuyer sur le plan de relance pour la rénovation énergétique et thermique des bâtiments. Encore une fois, les exemples pullulent. Je parlais du Code des marchés publics tout à l'heure. Un grand hôpital repasse par le Code des marchés publics tous les 4 ans pour les distributeurs d'essuie-mains. Et tous les 4 ans, ça change, parce que le groupe d'achat change de prestataire. Et tous les 4 ans, vous avez des personnes, des techniciens qui vont dans les services, qui dégravent des murs
les distributeurs d'essuie-mains qui y sont soudés, en plastique et en métal, je ne suis pas du tout sûr que ce soit recyclé, et puis une nouvelle équipe va arriver à graffer dans le mur des nouveaux distributeurs avec des nouveaux essuie-mains et des nouveaux plastiques. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre que ce virage du développement durable, nous devons absolument le prendre à l'hôpital. Vous nous dites également que la démocratie sanitaire n'a pas suffisamment évolué depuis la très belle loi du 4 mars 2002. Nous allons donc renforcer les conférences régionales de santé et d'autonomie, les CRSA, pour mieux garantir l'exercice de la démocratie sanitaire. Les CRSA vont devenir de véritables parlements de la santé en région. Elles auront notamment pour mission d'encourager les initiatives territoriales visant à engager les usagers et leurs représentants à l'amélioration continue de la qualité, de la sécurité, de la pertinence des soins et de l'accompagnement médico-social. Vous nous dites encore, paradoxalement, pendant cette période d'épidémie, on a constaté qu'on avait été capable de renforcer l'accès aux soins. C'est vrai que la crise sanitaire est riche d'enseignements, puisqu'elle a montré, si quelqu'un en doutait, que la médecine de ville jouait un rôle crucial dans la télésanté et l'accès aux soins non programmés. S'agissant de la télésanté, nous avons fait un pas de géant pendant la crise, en prenant un certain nombre de dérogations. Et nous avons eu une explosion, dans le bon sens du terme, de la télémédecine sans avoir une dérégulation à tout crin. C'est pourquoi j'ai par décret, et sans attendre, prolongé l'essentiel de ces dérogations. Et je souhaite que les partenaires conventionnels s'en emparent dans toutes ces dimensions, notamment la téléexpertise et la télésurveillance, pour que la télésanté continue son essor au service des Français. Pour ce qui concerne l'État, nous continuerons à prendre en charge à 100% les consultations en télémédecine, au moins le temps nécessaire à son développement. S'agissant de l'accès aux soins non programmés, nous le savions, l'idée selon laquelle des équipes de soins primaires et spécialisées peuvent exercer cette mission est plus pertinente que jamais. Les CPTS, les MSP, les centres de santé, tous ces collectifs de soins seront incités à prendre en charge des patients dans le cadre des soins non programmés. Là encore, le constat n'est pas nouveau, selon lequel des équipes de soins coordonnées doivent apporter cette offre de proximité. Je souhaite que nous favorisions et valorisions l'exercice coordonné en ville, sous toutes ses formes et dans toute sa diversité. Aujourd'hui, nous devons aussi accélérer la mise en œuvre du service d'accès aux soins, le SAS, pour réguler les appels et orienter les patients vers des structures adaptées. Nous allons, dans les 6 mois, développer la plateforme digitale unique pour le patient, en partenariat avec la médecine de ville et les SAMU. Et nous allons lancer des expérimentations territoriales pour que des services d'accès aux soins pilotes puissent voir le jour dans les territoires dans lesquels les acteurs sont volontaires et prêts. Je ne nommais pas le sujet épineux, complexe, du numéro unique, qui doit faire l'objet de discussions avec l'ensemble des acteurs, mettre de côté tout ce qui a pu empêcher d'avancer pour être capable de concrétiser un projet ambitieux au service de l'accès aux soins des malades. Sur ces différents sujets, télésanté, exercice coordonné, accès aux soins non programmés, ainsi que sur le développement de la qualité et de la pertinence des soins pour les médecins spécialistes d'organes, nous ferons confiance au dialogue social, comme nous l'avons fait pour les accords de Ségur. C'est donc à l'assurance maladie que je demande de lancer des négociations conventionnelles avec les partenaires conventionnels pour un ou des avenants qui doivent être négociés et, je l'espère, signés rapidement afin qu'ils puissent produire leurs premiers effets dès les prochains mois. Vous nous avez dit beaucoup de choses. Le Covid a révélé, encore plus qu'elle ne l'était déjà, les inégalités de santé et les problématiques de santé mentale. Nous ne perdons pas de vue les défis immenses qui nous restent à relever, les défis dont nous mesurions l'urgence avant même la crise sanitaire et qui sont aujourd'hui des priorités absolues. Ce sont d'abord les inégalités de santé. Je l'ai déjà dit, et c'est une conviction très forte, les inégalités de santé, ce sont autant de coups de canif dans notre contrat social. Là encore, nous devrons nous appuyer sur les territoires, en dotant chaque région d'une gouvernance stratégique de réduction des inégalités, avec des élus, avec des associations, avec des usagers, qui s'appuieront sur un comité scientifique. Une gouvernance stratégique, pourquoi une gouvernance stratégique ? Eh bien, pour garantir une prise en charge globale, médicale,
psychologique, social, médico-social, en établissement comme en ville et au domicile, avec des équipes pluridisciplinaires. Pour garantir que dans chaque région et dans leur territoire, les besoins spécifiques de prévention, d'accès aux soins de certaines populations soient bien identifiés, que des programmes concertés, pluriannuels, soient mis en œuvre et évalués. Et ce n'est pas tout. Nous allons renforcer les actions des ARS en direction des travailleurs pauvres. Nous allons renforcer les 400 permanences d'accès aux soins de santé, les PASS, qui prennent en charge les patients sans droit dans les hôpitaux. Et nous allons développer 60 centres de santé participatifs, avec une offre adaptée aux populations des territoires défavorisés. Enfin, nous allons développer les démarches d'aller vers pour toucher les populations les plus difficiles à atteindre, car on a vu pendant la crise combien ces démarches étaient indispensables. Il s'agit concrètement de développer des équipes mobiles pluridisciplinaires, qu'on va appeler des PASS mobiles, équipes mobiles de psychiatrie, précarité, qui seront autant d'acteurs qui interviendront pour la santé des personnes en difficulté. L'ensemble de ces actions, ce sont 100 millions d'euros par an pour lutter contre les inégalités de santé. Ma conviction en matière de lutte contre ces inégalités de santé, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le soin, les lits d'hospitalisation, la démographie médicale, et de l'autre la prévention, la promotion de la santé, le travail sur les déterminants. Tout ceci est un continuum, et le Ségur doit permettre d'agir à toutes ces étapes. Voilà donc des mesures fortes et concrètes qui nous aideront à lutter efficacement contre les inégalités. Parmi les enjeux qui sont apparus avec une acuité nouvelle, il y a le renforcement de l'offre de soutien psychiatrique et psychologique de la population, qui a d'ailleurs retenu toute l'attention du rapport de Nicole Notat. La crise sanitaire a révélé de manière criante la vulnérabilité psychique de nombreux Français, et il est indispensable d'insuffler une nouvelle ambition à la feuille de route santé mentale et psychiatrie. Au-delà des accords sur les rémunérations, qui profiteront évidemment aux professionnels de la psychiatrie sera un pilier de notre politique d'investissement pour renforcer l'offre de soins psychiatriques et psychologiques dans les régions en fonction des besoins de santé des différents territoires. Par ailleurs, nous soutiendrons avec une énergie nouvelle les projets territoriaux de santé mentale qui seront mis en œuvre d'ici à la fin de l'année, et en début d'année 2021, nous signerons des contrats territoriaux de santé mentale. Mesdames, Messieurs, voilà l'esprit du Ségur de la santé. Voilà les grandes orientations qui concernent le quotidien des soignants. Il s'agit de remettre de l'humain, mais aussi de remettre des moyens et de remettre du sens dans notre système de santé. C'est un cap ambitieux, sans rien nier de ce qui a été fait ces dernières années, puisque bien au contraire, nous voulons accélérer la mise en œuvre de mesures qui sont plus que jamais nécessaires. Le Ségur de la santé prend fin aujourd'hui. Nous avons agi vite et fort parce qu'il le fallait. Mais nous avons tracé ensemble des perspectives nouvelles parce qu'il le fallait aussi. Bien sûr, en moins de 2 mois, tous les sujets n'ont pas pu être traités à fond comme nous le souhaiterions. Parmi ceux-ci, je vais en citer 2. D'abord, le sujet ultramarin, qui répond à des problématiques spécifiques. Il y a des mesures dans les accords salariaux qui concernent spécifiquement les salariés, les travailleurs de la santé, les professionnels de santé des territoires ultramarins. Mais je souhaite que nous puissions, et je m'en suis entretenu notamment lors de mon déplacement en Guyane la semaine dernière, que nous puissions aborder chaque situation au cas par cas. Pourquoi pas sous la forme d'un Ségur des Outre-mer, nous verrons. Un autre enjeu majeur, l'enjeu par excellence, celui de la santé publique. Nous avons besoin de créer une santé publique très forte pour mieux se préparer et mieux combattre les nouvelles crises qui ne manqueront pas de surgir et qui affecteront la santé des populations. Tant sur le plan de la formation, de la recherche, de l'éducation à la santé, aux enjeux sanitaires, que de l'organisation d'une santé publique opérationnelle. Et je n'oublie pas évidemment l'enjeu majeur de la santé environnementale. Nous devons nous fixer des objectifs ambitieux, concrets d'amélioration de la santé. J'en citerai un, parce qu'il me tient particulièrement à cœur, celui de la santé des enfants. Il y a énormément à faire en la matière. Adrien Taquet, qui a beaucoup travaillé dans le cadre des 1000 jours, le sait mieux que quiconque. Je pense notamment, mais pas seulement, à la pédopsychiatrie. Je l'ai dit dans une réponse aux parlementaires, je veux mettre le paquet sur la pédopsychiatrie. On ne peut pas en rester là où on en est. Et qui dit pédopsychiatrie dit aussi santé de l'adolescent, avec les comportements addictifs, tant aux substances que par exemple aux jeux vidéo, que la souffrance que peuvent rencontrer un certain nombre de jeunes dans leur développement
personnel. Je souhaite qu'à l'automne, dès cet automne, dès la rentrée en fait, nous puissions travailler ardemment et collectivement. Et comme j'ai aimé le format de travail qui nous a réunis pendant 50 jours, je souhaite vous annoncer qu'il y aura un Ségur de la santé publique dès la rentrée prochaine et qui nous permettra, j'en suis certain, d'aboutir à des propositions tout aussi ambitieuses que celles que j'ai pu livrer ce matin dans les conclusions de ce Ségur de la santé. Reste désormais l'exécution. Il faut traduire ces conclusions en résultats concrets, visibles, sur le terrain, dans vos services, dans vos cabinets, dans vos établissements médico-sociaux, partout où vous exercez. Toutes les professions de santé doivent être concernées. Je ne peux les citer toutes, et je sais que quand j'en oublie, je reçois des messages de gens qui s'alarment de ne pas être concernés. Nous avons pensé à tout le monde dans ce Ségur de la santé, parce que nous avons besoin de tout le monde et que les Français ont besoin de tout le monde. Vous pouvez compter sur mon énergie, sur ma détermination. Dès demain, nous lancerons en concertation avec vous la préparation des textes. Certains seront réglementaires, d'autres seront législatifs. Nous préparerons également ensemble les financements et de manière générale les réflexions qu'il nous faut poursuivre. Nous avons besoin de concerter avec les élus, avec les soignants, quels qu'ils soient, où qu'ils exercent, pour être certains de ne pas rater la cible et d'être pleinement opérationnels et de répondre à vos attentes. Si 50 jours nous ont permis de bâtir les fondations, nous devons désormais prendre le temps de poursuivre cette concertation pour être pleinement opérationnels et pleinement efficaces. Un comité de suivi, Nicole Notat, vous l'avez proposé. Eh bien, je vous propose d'y participer, si vous le souhaitez. En tout cas, un comité de suivi associera l'ensemble des acteurs. Il sera mis en place pour s'en assurer. Et nous publierons très régulièrement un point sur l'état d'avancement et sur les résultats des conclusions du Ségur de la santé. J'ai déjà reçu, Nicole Notat, pendant que vous étiez en train de présenter vos propositions, des SMS de gens issus du monde de la santé me disant qu'il y a un comité de suivi, ils voulaient en être. J'aime cette réactivité, j'aime cette envie de travailler ensemble en concertation et je souhaite que nous puissions continuer sur ces modalités. Les changements se verront progressivement, mais ils se verront et surtout, ils se vivront parce que c'est ce qui est indispensable. Je serai très attentif à ce que le Ségur s'incarne demain dans tous les territoires, parce que si tel n'était pas le cas, je vous le dis comme je le pense, ça n'aurait servi à rien et je déteste le travail qui ne sert à rien. D'ailleurs, je ne crois pas au travail qui ne sert à rien, je crois au travail qui donne des résultats tangibles, efficaces et rapides. Vous avez toutes les clés en main pour que les conclusions du Ségur de la santé s'incarnent dès demain dans le quotidien des soignants et dans la vie des Français. Je vous remercie encore pour tout le travail effectué. Et je me repasse donc la parole pour saluer tout le monde, vous qui êtes en visio et vous qui êtes en présentiel. Remercier encore une fois Nicole Notat. Et, pardon ? Et tu me remets officiellement le rapport, qui est une étape importante, avant de nous séparer tous. Merci à tous.